un prétexte pour, à partir de ce contentieux spécifique des prises accessoires de petits cétacés devant le juge administratif, vous parlez de la façon dont le droit de l'environnement voit les cétacés. Le droit de l'environnement, il appréhende moins les cétacés comme des animaux individus que comme les membres d'un ensemble plus vaste. L'espèce, il faut être nuancé, mais c'est quand même ça la logique, qui participe elle-même, cette espèce, d'un équilibre global, plus global, la diversité biologique. Et cette perception des choses n'est pas sans influence sur l'approche qui va être retenue dans la façon dont moi-même j'appréhende le contentieux des petits cétacés. Alors ce contentieux, cette affaire, hein, c'est quelque chose de controversé, c'est un sujet controversé. La première appréhension qu'on en a, c'est euh, une image généralement d'un dauphin commun, parce que c'est l'espèce qui est la plus visée, devant le marsouin commun et le grand dauphin, échoué sur une plage de la côte atlantique, plus précisément du golfe de Gascogne, parce que c'est cette zone qui est plus particulièrement touchée en France, dont la carcasse présente des traces de capture manifestes issues de filets de pêche. Derrière cette image, il y a des chiffres. Je vais vous donner quelques données sur les captures accidentelles. Alors, vous avez vu dans le titre intitulé Mon intervention, il y a un flottement sur la terminologie. J'y reviendrai plus tard. Prise accessoire, capture accidentelle, capture involontaire. Prenons capture accidentelle pour l'instant. Parmi les dauphins communs qui s'échouent sur les côtes françaises, le taux de capture apparent, il fluctue entre 50 et 80% depuis 2016, mais sur certains mois d'hiver, il a pu aller jusqu'à 90%, en janvier 2021 notamment. Toutefois, il s'agit seulement de la partie émergée de l'iceberg, parce que la grande majorité des petits cétacés qui sont capturés dans les filets de pêche coulent au fond de la mer. Selon l'Observatoire Pélagis, dont les travaux font référence sur le sujet, le taux d'animaux morts qui flottent, dérivent et sont susceptibles de s'échouer est estimé seulement à 24%. D'où la difficulté à estimer le taux réel de capture accidentelle dans le golfe de Gascogne. Selon cet observatoire Pélagis, la moyenne se situe à 6100 durant les hivers 2017 à 2023, mais on a eu un pic, pour l'instant un record absolu, à 11 300 en 2023. Et il s'agit d'un phénomène qui est en très forte recrudescence, puisque la moyenne 2016-2022 des captures accidentelles a été 2 à 3 fois supérieure à la moyenne 1990-2022. Et c'est ce qui va expliquer en partie l'attention croissante portée à ce phénomène dans l'opinion publique, parce que des associations de protection de l'environnement vont employer des actions de plaidoyer et de contentieux devant le juge administratif. C'est ce qui sera l'objet de mon intervention. À titre liminaire, je voudrais dire ici que ces associations, elles fondent une grande partie de leur argumentaire sur le droit européen, sur le respect ou le non-respect du droit européen par l'État. Pourquoi? Eh bien parce que, et ça a été évoqué ce matin par Anaïs Langel, il y a plusieurs textes en droit européen qui sont phares, en particulier la directive Habitat du 21 mai 1992. Cette directive Habitat, d'une part, elle prévoit la protection stricte de tous les petits cétacés en interdisant un certain nombre de comportements qui leur portent atteinte directement, ce qu'on appelle les atteintes intentionnelles, capture, mise à mort, perturbation intentionnelle. Je dirais que ça, c'est assez classique. Mais là où elle est nouvelle, la directive Habitat, c'est que dans son article 12, paragraphe 4, elle impose aux États non pas d'interdire
les captures accidentelles, mais d'instaurer un système de contrôle. Et donc, c'est cette directive qui va inclure dans le débat public la notion de capture accidentelle, mais sans la définir, sans définir cette notion. En guise d'hypothèse de travail, je vais considérer pour l'instant que dans le contexte d'interaction entre les cétacés et la pêche, la notion de capture accidentelle peut être appréhendée comme synonyme de celle de prise accessoire d'une espèce non ciblée par cette pêche. Je discuterai cette assimilation plus tard. Le contentieux, c'est un contentieux administratif qui est porté par des associations de protection de l'environnement. Il est assez récent. Je ne prétends pas être exhaustif, mais j'ai recensé 8 décisions depuis 2020, 7 devant le Conseil d'État, 1 devant le tribunal administratif de Paris, des contentieux de l'urgence, des contentieux de la légalité, recours pour excès de pouvoir, des contentieux en responsabilité de l'État. Ce corpus de décisions juridictionnelles, comment je l'analyse en tant que spécialiste du droit de l'environnement, mon approche, c'est une approche systémique, c'est-à-dire que j'appréhende ce contentieux comme un contentieux qui peut nous dire des choses sur le système global de la protection des espèces en droit européen, en droit interne, sur ces évolutions de ce système, comment ce contentieux s'inscrit dans les évolutions de ce système, comment aussi il peut éventuellement annoncer de nouvelles évolutions. Le plan de la communication, c'est d'abord de vous parler en quelque sorte de l'objet de ce contentieux, qui va être de stigmatiser la protection insuffisante des cétacés. De ce point de vue, il s'inscrit dans des évolutions des contentieux sur la protection des espèces, qui tendent non plus seulement à contester des mesures directement contraires à la protection des espèces, je pense à des autorisations de destruction d'espèces protégées, mais à pointer la carence de l'État à accorder une protection suffisante. Et puis, dans un deuxième temps, je vais vous parler des effets de ce contentieux qui ne sont pas encore totalement tangibles, mais qui sont peut-être plus novateurs et qui consisteraient à déplacer l'attention des pouvoirs publics depuis les atteintes directes, volontaires aux espèces protégées, vers les atteintes involontaires. Et ça, c'est extrêmement important du point de vue de l'effectivité de la protection. Pourquoi ? Parce que pour certaines populations d'espèces, prenons le dauphin commun dans le golfe de Gascogne, la principale menace, ce n'est pas les atteintes directes, ce sont les captures accidentelles. Les associations, qu'est-ce qu'elles recherchent dans ce contentieux ? Ce qu'elles recherchent, c'est un renforcement de la protection. Pour obtenir le renforcement de la protection des cétacés, il va falloir d'abord convaincre le juge que l'État est en situation de carence vis-à-vis de ses obligations de conservation. Cette caractérisation de la carence de l'État, elle va être opérée à partir du jugement du tribunal administratif de Paris du 2 juillet 2020, la première décision chronologiquement. Ici, l'association Sea Shepherd France demande l'engagement, la responsabilité de l'État du fait de sa carence à protéger les petits cétacés, notamment vis-à-vis des captures accidentelles depuis 2016 et les pics d'échouage qu'on connaît. Le tribunal administratif de Paris va accepter d'engager la responsabilité de l'État après avoir consacré de très longs développements à la caractérisation de cette carence vis-à-vis des obligations de conservation et en particulier des obligations européennes de conservation. L'association demandait réparation de son préjudice matériel et moral, elle va l'obtenir en partie, mais elle demandait aussi des mesures d'injonction pour renforcer la protection. Ça, elle ne va pas l'obtenir. Le tribunal administratif de Paris va considérer que l'État était en train de réagir à ce moment-là et que donc il n'y avait pas lieu de prononcer des injonctions. Donc les associations vont revenir devant le juge administratif. Elles vont revenir devant le juge administratif d'abord avec des référés liberté, référés suspension, pour obtenir
ce qu'on appelle des mesures de fermeture spatio-temporelle de la pêche. Le juge des référés va opposer le fait que ces mesures de fermeture spatio-temporelle, pour être efficaces, doivent être relativement pérennes dans le temps et que cela excède l'office du juge des référés. Donc, ces associations, elles vont utiliser la voie plus classique du recours pour excès de pouvoir. Et on en arrive au grand arrêt de ce contentieux, l'arrêt du Conseil d'État du 20 mars 2023, France Nature Environnement et autres. Ici, les associations contestaient des décisions implicites de rejet de leur demande de renforcer la protection des cétacés. Le Conseil d'État va faire droit à une partie de leurs conclusions et notamment, il va enjoindre à l'État d'adopter dans les 6 mois des mesures de fermeture spatio-temporelle de la pêche qui permettent de réduire les incidences de ces captures sur les populations de petits cétacés. Et s'il en est ainsi, c'est à mon avis en grande partie parce que le Conseil d'État ici va appliquer le principe de précaution et qu'il va opérer une sorte de saut qualitatif dans l'application de ce principe. Ce n'est pas la première fois qu'il l'appliquait en bénéfice des espèces animales. Il l'avait déjà fait pour suspendre la chasse à la tourterelle des bois. Mais en revanche, c'est la première fois qu'il va faire une sorte de considérant de principe dans lequel il va donner un mode d'emploi de l'application de ce principe par l'administration et il va aussi donner les critères de son contrôle lorsqu'il est saisi d'un refus de prendre des mesures de précaution supplémentaires. Ce qui est très intéressant avec cette application du principe de précaution, c'est qu'elle va permettre d'assouplir le régime de la preuve, en particulier au bénéfice des associations qui veulent démontrer l'insuffisance de la protection des espèces. La question qui se pose maintenant, et j'en arrive au deuxième temps de mon intervention, c'est quels sont les effets de ce contentieux, comment l'État va réagir. L'État, il va réagir par la mise en place progressive d'un système de contrôle national des captures accidentelles d'espèces protégées qui va au-delà même des petits cétacés. On voit bien là l'effet systémique de ce contentieux, d'une part, et d'autre part, c'est une dimension plus prospective, ce contentieux pourrait avoir pour effet de faire ressurgir un questionnement sur la notion même de capture accidentelle, c'est ce que je verrai dans un dernier temps. Il faut partir de l'avant-contentieux petit cétacé. La France n'avait pas transposé l'article 12, paragraphe 4 de la directive Habitat en 2019, soit 25 ans après l'échéance du délai de transposition. D'ailleurs, la Commission européenne a mis en demeure la France en 2020, puis a fait un avis motivé en 2022 qui cible la question des captures accidentelles de petits cétacés, mais plus largement l'absence de transposition de l'article 12, paragraphe 4. Et c'est bien dans le contexte du développement de ce contentieux, mais aussi de la mise en demeure de la Commission européenne, que l'État va bouger. D'abord, on va avoir, par un arrêté du 27 novembre 2020, donc avant même l'arrêt du Conseil d'État de 2023, mais après le jugement du Théâtre de Paris, un arrêté qui va généraliser les pingers, qui ont été évoqués ce matin, ces dispositifs de dissuasion acoustique à tous les navires qui opèrent dans le golfe de Gascogne, alors qu'avant, il y avait beaucoup d'exemptions. Mais surtout, ce qu'on attend, 27 novembre 2020, surtout ce qu'on attendait, c'était la réaction de l'État à l'arrêt du Conseil d'État sur les mesures de fermeture spatio-temporelle. Le gouvernement va prendre, hors du délai de 6 mois qui lui avait été donné, un arrêté le 24 novembre 2023 qui va établir des mesures de fermeture spatio-temporelle, mais c'est une réaction à minima, parce que la période de ces mesures, elle est d'1 mois seulement en hiver, alors que je ne l'ai pas précisé, je crois, mais le pic de capture, c'est tout l'hiver, les 3 mois d'hiver. Là, c'est seulement 1 mois en hiver qui est concerné, à cheval sur janvier et février.
il y a une dérogation pour les navires qui se sont équipés de dispositifs de dissuasion acoustique ou de caméras embarquées, c'est-à-dire la majorité d'entre eux. Seuls les navires français sont concernés et il y a tout un tas d'exemptions qui sont prévues. D'où un nouveau recours des associations de protection de l'environnement pour faire suspendre, référé suspension, puis annuler, recours pour excès de pouvoir, cet arrêté, enfin en tous les cas, les dispositions qui dérogent, enfin qui prévoient des exemptions. Le Conseil d'État va là aussi faire droit partiellement aux conclusions des associations de protection de l'environnement. Il va suspendre puis annuler dans un arrêt du 30 décembre 2024 les dérogations pour 2024 et les exemptions, notamment au bénéfice des seines pélagiques qui sont à l'origine d'environ 20% des captures accidentelles de dauphins communs dans le golfe de Gascogne et qui étaient exemptées du dispositif. Et alors, ce qui est intéressant dans l'arrêt du 30 décembre 2024, c'est que le Conseil d'État va se servir du bilan des mortalités qui a été établi par l'Observatoire pélagiste pour l'hiver 2024, c'est-à-dire pour le premier hiver pendant lequel il y a eu une période de fermeture spatio-temporelle. C'est un bon bilan, c'est-à-dire que c'est efficace. Le droit de l'environnement, quand il est respecté, il est efficace. C'est la période, enfin l'hiver, depuis 2015, où on constate le plus faible taux de capture accidentelle, 1450. Bon, c'est toujours trop, bien sûr, hein, mais à comparer aux 11 300 de l'année précédente. Et le Conseil d'État, il va s'en servir pour justifier finalement le fait qu'il ne fallait pas faire trop de dérogations, comme le gouvernement l'avait fait dans la première mouture de l'arrêté, mais aussi pour justifier qu'on ne va pas aller au-delà. Les associations de protection de l'environnement, elles demandaient notamment à élargir aux 3 mois d'hiver les mesures de fermeture spatio-temporelle. Et là, le Conseil d'État dit, bah non, ça marche déjà sur 1 mois, donc ce n'est pas la peine d'élargir. Et je n'ai pas précisé que c'est reconduit entre 2024 et 2026, ces mesures de fermeture spatio-temporelle. Et le Conseil d'État dit que ça suffit pour l'instant. Par ailleurs, il y a un arrêté du 17 janvier 2024 qui va étendre aux navires étrangers qui opèrent dans les eaux françaises, dans le golfe de Gascogne, les interdictions de pêcher. Ce qui est intéressant aussi de voir, c'est qu'il y a eu un effet d'entraînement au-delà du contentieux, au-delà des petits cétacés, vis-à-vis des captures accidentelles d'espèces protégées plus largement. Parce que il faut être bien conscient que les petits cétacés ne sont pas du tout les seules espèces protégées à être victimes de captures accidentelles, y compris par les activités de pêche. Il y a aussi les tortues marines et les oiseaux marins. Mais c'est seulement à partir du moment où on s'est intéressé aux captures accidentelles de petits cétacés que le gouvernement, pressé là aussi par la Commission européenne, va commencer à s'intéresser plus largement à ce système de capture accidentelle. 2 exemples. D'abord, la loi du 8 octobre 2021 qui va enfin commencer la transposition de l'article 12, paragraphe 4 de la directive Habitat, très timidement. Elle prévoit qu'un décret va mettre en place un système de recueil d'informations sur les captures et mises à mort accidentelles d'espèces protégées dues à une activité particulière. Et le ministère de la Transition écologique cite notamment les tortues marines, mais aussi les chiroptères qui sont victimes des pales d'éoliennes ou les carnivores victimes du trafic routier ou d'opérations de piégeage. Piégeage qui cible d'autres espèces. Autre exemple, c'est les tortues marines protégées. Le 10 novembre 2022, un arrêté va rénover la liste et les modalités de protection des tortues marines protégées. Et par rapport au précédent arrêté qui datait de 2005, il met en place, cette fois-ci, non seulement la protection contre les captures intentionnelles, mais un système de suivi et de capture et de mise à mort accidentelle des tortues marines protégées. Mais par contre, on n'a toujours rien sur les oiseaux marins protégés
ou sur les mammifères terrestres dans les listes et les modalités de protection de ces espèces. Donc finalement, on a une forte hétérogénéité tant des espèces qui sont concernées que des activités économiques qui entrent en interaction avec ces espèces. Et donc, ces derniers temps de mon intervention, cette hétérogénéité peut questionner sur l'applicabilité de cette notion de capture accidentelle à toutes ces situations. Combien de temps il me reste, s'il vous plaît, Monsieur le Président? Vous savez? 5? D'accord, 5 minutes. D'accord. Alors, en fait, mon questionnement, il repart d'un argument des associations de protection de l'environnement dans le contentieux sur les petits cétacés, dont on a assez peu parlé parce qu'il n'a pas prospéré. C'était de dire, finalement, comme les pêcheurs, comme l'État français connaissent le risque de capture accidentelle, le risque de prise accessoire, pardon, il ne s'agit pas de capture accidentelle, mais de capture intentionnelle. Le Conseil d'État, dans l'arrêt du 20 mars 2023, réfute cet argument assez sèchement. La capture de cétacés relevant d'une espèce protégée dans le cadre d'une activité de pêche d'autres espèces ne saurait, sauf si le pêcheur concerné ne respecte pas les règles édictées pour prévenir ces captures, être qualifiée de capture intentionnelle. Et à première vue, l'argument pourrait paraître saugrenu parce qu'il est assez évident que les pêcheurs ne recherchent pas, n'ont pas la volonté de capturer les petits cétacés. Sauf que cet argument, en réalité, il peut s'appuyer sur une interprétation de la Cour de justice de l'Union européenne de la notion d'intentionnalité au sens de l'article 12 de la directive Habitat. La notion d'intentionnalité qui est le miroir de celle d'accidentalité dans ce même article 12. Dans un arrêt du 18 mai 2006 qui concernait une autorisation de chasse au renard qui pouvait entraîner des captures accessoires de loutres, espèce protégée. La Cour de justice de l'Union européenne a considéré que pour que la condition relative au caractère intentionnel soit remplie, il doit être établi que l'auteur de l'acte a voulu la capture ou la mise à mort d'un spécimen d'une espèce animale protégée ou à tout le moins a accepté la possibilité d'une telle capture ou mise à mort. Autrement dit, il y a l'atteinte volontaire, mais l'atteinte volontaire ne résume pas l'atteinte intentionnelle. La conscience des probabilités de capture d'une espèce protégée peut entraîner l'intentionnalité. Est-ce que cette interprétation peut prospérer en droit positif à propos des prises accessoires de petits cétacés? Je ne le pense pas dans un avenir proche pour deux raisons. Première raison, c'est la question du seuil. Question classique en droit de l'environnement. À partir de quel seuil on considère qu'une capture, une prise accessoire est une possibilité reconnue et qu'à ce moment-là, c'est une capture intentionnelle. Dans un récent rapport sénatorial sur l'interdiction de la pêche dans le golfe de Gascogne, 9 avril 2025, très intéressant, les sénateurs indiquent que c'est finalement quelque chose de très aléatoire. Environ 1 à 3% des sorties en mer se traduisent par des captures accidentelles. Mais dans certains endroits, à certains moments de l'année, on peut aller jusqu'à 18% dans une zone à risque en février 2023. Est-ce qu'à 18%, on est encore dans la capture accidentelle? En fait, à mon avis, l'obstacle principal, c'est que cette notion de capture accidentelle, elle fait l'objet d'un traitement juridique hétérogène. Déjà, il n'y a pas de définition, mais en plus, son traitement juridique est hétérogène entre plusieurs textes de droit européen issus du droit de l'environnement. J'ai déjà évoqué la directive Habitat, mais issus aussi de la politique commune de la pêche. Et en particulier dans le règlement mesures techniques du 20 juin 2019. Je ne vais pas développer ici, mais je pourrais le faire pour répondre à des questions. Mais en fait, dans ce règlement, on a vraiment le sentiment qu'il y a une assimilation implicite entre prise accessoire et capture accidentelle. Autrement dit, on a l'impression que les prises accessoires de petits cétacés dans le cadre d'une activité de pêche sont des captures accidentelles
par détermination du règlement européen. Donc là, il y a sans que la question de la conscience des pêcheurs puisse entrer en ligne de compte. Et en fait, la raison, elle est profondément politique, plus que juridique. Si jamais on considérait qu'il s'agissait d'une capture intentionnelle, que ces prises accessoires pouvaient être considérées comme des captures intentionnelles, ils entreraient dans le champ de l'interdiction des captures. Et à ce moment-là, la pêche pourrait se voir interdite sur des zones assez larges pendant des périodes assez longues, sauf à solliciter puis obtenir une dérogation à l'interdiction de détruire des espèces protégées. C'est une procédure qui est prévue par l'article 16 de la directive Habitat, mais qui est une procédure lourde et difficile à enclencher. Est-ce que véritablement cette solution, elle est acceptable socialement, économiquement, surtout dans le contexte anti-écologique dont on a parlé déjà ce matin? Vraiment, la question, elle est ouverte. En tous les cas, ce contentieux, a priori très tête d'épingle, il nous questionne fondamentalement sur les relations entre l'être humain et les autres vivants, sur la conciliation entre une activité économique, la pêche, qui est aussi un mode de vie, et la conservation des petits cétacés. Je vous remercie pour votre attention.